l'heure de retrouver Anne-Laure et son invité. Mon invitée est Fanny Métra. Elle est paysanne, éleveuse de brebis à Entraigues. Elle est militante pour la Confédération paysanne. Bonjour Fanny. Bonjour. Donc on l'a dit tout à l'heure, on va parler de surface pastorale, on va parler de politique agricole commune, de nouveaux enjeux qui ont été soulevés par le syndicat Confédération paysanne au sujet d'un règlement omnibus européen qui serait une opportunité pour la France d'améliorer la reconnaissance des surfaces pastorales, et tout cela d'ici mars 2018, ce qui est un laps de temps relativement court. C'est un enjeu de taille, surtout pour les éleveurs de l'Ardèche, les éleveurs de milieux, on va dire, pastoraux, peu enherbés, on va dire ça comme ça, on expliquera ça après. On parlera aussi, pour bien comprendre quels sont ces enjeux et puis comment ça fonctionne tout ça, de ICHN, indemnité compensatoire de handicap naturel, du rôle que joue la politique agricole commune, comment s'articule ce règlement européen avec le règlement français, et puis bien sûr du rôle du pastoralisme, puisque c'est le sujet principal aujourd'hui. Alors, on va expliquer un peu l'origine de ce nouvel enjeu pour les paysans, pour les éleveurs. L'origine, c'est justement ce règlement omnibus européen qui, d'ici mars 2018, demande aux pays de l'Europe de se positionner, ou en tout cas de reconnaître quelles sont ce qu'on appelle les surfaces pastorales. C'est plus compliqué que ça, c'est pas vraiment une demande du tout de l'Europe, parce que pour l'Europe, une surface avec moins de 50% d'herbe, ça n'est pas considéré comme une surface agricole. C'est plus, il y a un règlement qui touche à plein de secteurs du monde paysan, et au sein de ce règlement, il y a 3 lignes concernant les surfaces pastorales, et ces 3 lignes-là peuvent être la faille pour les États de reconnaître un peu mieux les surfaces pastorales, mais ça reste qu'une dérogation. Du coup, la bagarre que nous, on pense mener, c'est une bagarre en 2 temps. Il y a cette date butoir du 31 mars 2018 pour faire reconnaître ce règlement omnibus et faire en sorte que l'État français se bouge pour que les surfaces pastorales soient reconnues à travers ce règlement. Mais au-delà, il y a une bagarre qu'on doit mener au niveau européen pour réellement faire prendre conscience aux commissaires européens que non, nos bêtes, nos brebis, nos chèvres, nos vaches, en Ardèche et ailleurs, partout en Europe, dans le sud surtout de l'Europe, elles ne mangent pas que de l'herbe. Alors, on en vient à, justement, pour les auditeurs qui ne sauraient pas exactement, qu'est-ce qu'on appelle surface pastorale dans ce contexte-là, parce que tu parles de surface agricole reconnue par l'Europe. En fait, c'est une question d'enherbage, on va dire, c'est-à-dire de pourcentage d'herbe sur ces surfaces-là. Et oui, parce que forcément, quand on est commissaire européen, qu'on vient d'Allemagne, d'Irlande, quand on imagine des bêtes pâturées, on les imagine dans des verts pâturages. Mais quand on vient d'Ardèche, du fin fond de l'Ardèche, on sait très bien que non, ça n'est pas que la seule ressource alimentaire et fourragère, l'herbe. Au contraire, chez nous, nos bêtes mangent des ligneux, des feuilles de ronces, de la fleur de genêt au printemps, des châtaignes, des glands. Il y a une diversité incroyable. Et si on s'imaginait que seuls les verts pâturages nourrissent le cheptel français, tout le sud de la France, les zones montagneuses, on serait très mal barrés, parce que malgré tout, nous, on prône le pastoralisme dans les surfaces difficiles parce que c'est les seules activités possibles dans ces surfaces pentues, les surfaces de garrigues. Et puis on porte une histoire longue de plusieurs millénaires. Et le pastoralisme a une histoire en Ardèche particulièrement. Alors, on parle de reconnaissance de surface pastorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences d'une reconnaissance de ces surfaces pastorales par l'Europe? Parce que finalement, derrière tout ça, il y a justement ce qu'on appelle la politique agricole commune et des aides finalement. C'est ça? En fait, c'est ce qu'on demande. Sans aide de la politique agricole commune, on le voit au nord du Portugal ou ailleurs, il n'y aurait plus d'éleveurs dans certains secteurs de France et d'Europe, et en particulier en Ardèche. Pour nous, les aides de la PAC, je le vois sur ma ferme, sans aide PAC, on devrait vendre, pour atteindre un SMIC, on devrait vendre nos productions le double aux consommateurs. Du coup, ces aides PAC permettent d'avoir une alimentation
accessibles à tous et permettent aux paysans de tirer au moins un SMIC pour pouvoir vivre et faire perdurer des territoires et faire vivre des territoires qui, sans aide PAC, ne seraient plus existants. Et on le voit dans plein de secteurs, entre autres en Europe, où les gouvernements ne sont pas battus comme la France s'est battue pour faire reconnaître ses surfaces, parce qu'en fait la bagarre, elle n'est pas juste, elle ne date pas d'aujourd'hui. La grosse bagarre a été menée avant 2015, avant la dernière politique agricole commune, parce que la France a quand même fait le choix de reconnaître les surfaces pastorales par tout un système de prorata qui reconnaît telle plante et une méthodologie assez compliquée à mettre en œuvre. Et c'est parce que cette méthodologie-là est difficile à mettre en œuvre par rapport à un pré carré où il n'y a que de l'herbe. C'est très compliqué de reconnaître. Nous, on a un peu de lande à genêt là, un peu de châtaigneraie là, un peu. Et du coup, toute cette méthodologie, elle est fortement remise en question pour la prochaine PAC. Et si nous, en Ardèche particulièrement, nos surfaces ne sont plus reconnues par la PAC, on sait très bien que la dégringolade au niveau du nombre de troupeaux et d'éleveurs en Ardèche va être terrible. Donc aujourd'hui, c'est plus ou moins reconnu finalement. Aujourd'hui, c'est reconnu. Alors, il y a des failles. Par exemple, nous, en Ardèche, on s'est énormément bagarré pour que les glands et les châtaignes soient reconnus comme un aliment fourragé de nos troupeaux. Ça n'a pas été le cas. Mais quand même, nous avons gagné une belle bagarre en faisant reconnaître les landes et les parcours boisés comme reconnus par la PAC. Ça a été une sacrée bagarre en France. Et c'est pour ça que nous, Confédération Paysanne, nous adhérons au réseau de la Via Campesina. Du coup, toutes les organisations paysannes, pastorales, de pêcheurs, de peuples indigènes du monde. Et là, particulièrement, on essaye de mettre en place une stratégie pour qu'avec les autres organisations paysannes d'Europe, nous mettions en place une stratégie de lutte européenne pour que chaque pays se bouge pour faire reconnaître ses surfaces au niveau européen. Parce que vraiment, le contexte européen, il est catastrophique, surtout dans les pays méditerranéens, où c'est des zones très similaires à l'Ardèche. Et on se rend compte qu'il y a une déprise agricole terrible et il y a des territoires qui sont complètement désertés humainement parce qu'il n'y a plus d'agriculture. Alors peut-être qu'il faudrait rappeler un peu les enjeux du pastoralisme finalement, parce que quelqu'un qui connaît rien peut se dire oui, c'est pas très grave. Il y a des enjeux à la fois humains, bien sûr d'emploi agricole, de maintien des petites exploitations, et puis il y a des enjeux environnementaux aussi, parce que le pastoralisme, ça maintient des milieux ouverts, ce qu'on dit. D'ailleurs, on le voit en Ardèche, dans certaines zones qui se referment, qui s'embroussaillent, et puis ça maintient aussi une biodiversité, je pense. En fait, il y a plein d'enjeux économiques, certes, même si au niveau des volumes, comme ils aiment nous le répéter, des volumes du minerai viande ou du minerai fromage, c'est une horreur, mais voilà, ils parlent comme ça. Au ministère, on se bagarre là-dessus. On représente sûrement pas beaucoup au niveau du volume, mais c'est ça, c'est tout le reste, toutes les conséquences de territoires vivants, ouverts, mais aussi vivants économiquement, la production de produits de qualité, offert aux consommateurs locaux, bien sûr au niveau environnemental, nous on en est persuadés justement d'ouvrir des paysages, de lutter contre les incendies. Là, on est en pleine, après la COP23 à Bonn, en pleine crise climatique. On sait très bien que toutes ces surfaces de landes, de ligneux, de forêts représentent un puits de carbone hyper important. Enfin, c'est aussi toute la un écosystème, mais aussi une continuité. Du coup, on parlait d'histoire pastorale tout à l'heure, des pratiques paysannes importantes du lien humain, territoire, animal. Il y a quelque chose de très fort. Et si le peuple des bergers disparaît de France, on perd au-delà de bons produits, on perd une histoire, vraiment une histoire entre nous et le monde animal et nous et ce qui nous entoure, l'environnement. D'autant plus que ça, c'est une connaissance paysanne, là, ce dont tu parles, Fanny, mais il y a aussi des recherches. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur le pastoralisme plus spécifiquement, et je crois qu'il y en a qui sont prêts à vous appuyer en plus. On travaille énormément avec des gens de l'INRA. Je ne peux pas ne pas citer Michel Meuret, particulièrement, qui nous suit sur ce travail-là et qui nous a permis de faire ce catalogue de plantes, de faire reconnaître toutes les plantes, tous les végétaux qui sont
considéré pour nous comme plante fourragère, parce qu'on le voit tous les jours, nos bêtes, c'est impressionnant. Moi, juste pour la petite anecdote, quand on s'est installé avec mon compagnon à Entraigues, on avait énormément peur de ça, on se disait, est-ce qu'on aura suffisamment de quoi faire pâturer nos brebis? Est-ce que les territoires... Combien de mères Nous, on a 160 brebis mères, et les territoires se fermaient énormément, et on avait cette crainte-là, et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, les étés de sécheresse, par rapport aux collègues qui étaient en zone de prairie herbeuse, et qui ont été obligés de ramener les bêtes à l'intérieur, nous, finalement, nos brebis se sont toujours débrouillées, parce que, entre la feuille de frêne, entre les feuilles de ronce, elles arrivaient à... Bon, c'est très large, on pâture sur de grandes surfaces. C'est le système du parcours. Complètement, mais elles ont toujours réussi à passer les étés plus facilement, beaucoup plus facilement qu'en surface enherbée, quoi. Du coup, on se rend vraiment compte que, j'imagine aussi qu'au-delà de ça, il y a la qualité gustative, le fait de les brebis choisissent ce qu'elles ont envie de manger en fonction de leurs besoins, et je pense que ça, c'est une richesse incroyable. Et du coup, ces chercheurs-là, de l'INRA, mais d'autres, nous aident vraiment à rendre ces pratiques-là, à les transformer en données scientifiques. Et c'est légitimer aux yeux de ces complètement, et aussi élus, quoi. C'est ce qui nous permet au ministère d'avoir vraiment des billes et des arguments plausibles selon eux, parce que notre seule pratique ne suffit pas à leurs yeux. Du coup, on a besoin de ce travail avec les chercheurs, et je pense qu'au niveau européen, la bagarre qu'on va mener, il va falloir qu'on fasse reconnaître toutes ces surfaces-là et toutes ces pratiques-là par des chercheurs de pays européens aussi. Ouais. Alors, juste une précision, tout à l'heure, tu parlais de la nouvelle PAC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une politique agricole commune, c'est sur 5 ans, c'est ça? Elle a un temps donné, bien sûr, et du coup, à chaque fois, c'est remis en question. Et la prochaine PAC nous fait assez peur, parce que nous, on a réussi en France à avoir des dérogations pour reconnaître ces surfaces-là, mais on nous a bien dit plusieurs fois au ministère que ça risquait vraiment d'être mis en question. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, puisque tu parles de ce système de dérogation finalement que la France a obtenu, c'est que cette exception-là est quelque part punie, entre guillemets. Je dis ça parce que finalement, ce sont des sortes d'amendes que l'Europe met à la France, quoi. C'est ça, tout à fait. Des sanctions. Des sanctions. Alors, je rentrerai pas dans les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de zéros, et au-delà de plusieurs zéros, je me perds. Mais on a des sanctions énormes à devoir à l'État par rapport à toutes ces dérogations-là, On ne cadre pas. Selon la réglementation européenne, on ne rentre pas dans le cadre. Et c'est pour ça que la bagarre, elle est amenée au niveau français, là, très vite par rapport au règlement Omnibus. Mais la vraie bagarre, là, on en est persuadé, elle est amenée au niveau européen. Parce que tant qu'à la Commission, tant qu'à Bruxelles, on ne reconnaîtra pas ces surfaces-là, c'est tout le pourtour méditerranéen qui risque réellement d'être mis à mal. Et là, on l'a vu, les incendies de folie au Portugal, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a plus d'activité humaine dans ces territoires-là. Et en plus, quand on parle aux paysans portugais, c'est d'une tristesse absolue, parce que les campagnes se vident, les campagnes sont ultra vieillissantes. Quand on voit en Ardèche la Somme, le vivier de jeunes qui sont revenus à la terre pour produire, pour imaginer, pour innover, il y a au-delà des enjeux économiques et même de biodiversité, il y a des enjeux humains et de territoire vivant, quoi. Et c'est ce que nous, à la Confédération paysanne, on défend en permanence. Nous voulons des campagnes vivantes, des paysans nombreux sur tous les territoires, et arrêtons de croire que nous allons créer des déserts de réensauvagement des territoires. Ça, nous sommes complètement contre, de réensauvagement complètement fictif, et par contre comprimer que l'agriculture dans les zones de plaine, de l'élevage en bâtiment, et créer de l'industrialisation encore plus flagrante de l'agriculture. Alors, puisque tu parles de ça, il y a quand même, et je crois que ça, c'est l'Europe qui l'a prononcé, ce terme de pratique locale établie. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel finalement vous arrivez à jouer. Ça, c'était la faille. C'était la faille en 2015. En fait, on cherche des failles. Vu que le système est contre nous, la seule possibilité qu'on a, c'est de trouver les petites failles pour avancer. C'est terrible, parce qu'on aimerait pouvoir changer le système dans sa globalité et arrêter de nous bagarrer pour des miettes. Mais
on s'en rend bien compte, on est obligé de gratter les miettes pour essayer d'avancer. Et ces pratiques locales établies, elles ont été mises en place lors de la dernière PAC pour faire reconnaître le fait que telle plante nourrit ma brebis, telle plante nourrit telle vache. Et c'est ces pratiques locales établies qui ont permis de créer cette espèce de dérogation à la française. Mais c'est pour ça que nous, on aimerait réellement on arrête que les surfaces pastorales soient reconnues uniquement en tant que dérogation. On veut faire prendre conscience que nous sommes au cœur du paysage agricole français et européen. Et pourquoi est-ce que les zones de céréales, eux, n'ont jamais besoin de dérogation alors qu'on connaît toutes les externalités négatives de ces productions-là en termes de biodiversité, environnementaux? Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas reconnus, nos surfaces ne seraient pas encore reconnues comme des réelles surfaces agricoles? C'est tous les enjeux qui sont actuellement en cours. Ouais. Et alors, j'ai mentionné au début de l'émission cette fameuse ICHN, indemnité compensatoire de handicap naturel. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les territoires comme celui de l'Ardèche. C'est aussi lié à la PAC, c'est aussi lié à ces surfaces pastorales. Comment ça s'articule du coup ? En effet, c'est l'aide handicap naturel, du coup c'est les aides montagne comme on les appelle plus souvent. Ces aides montagne, pour nous, pour la Confédération paysanne, ça fait partie des aides de la PAC les plus redistributives et les plus égalitaires, puisque 80% des aides de la PAC vont à seulement 20% des agriculteurs européens, et franchement tout est donné aux céréaliers. Nous, on se partage les miettes, mais dans ces miettes-là, la prime montagne, pour nous, est très importante parce que on a réussi à faire primer les 50 premiers hectares. On a réussi à plafonner ces aides-là. On demande tout le temps un plafond des aides. Et l'ICHN fait partie de cette aide qui ressemble plus aux bagarres qu'on a menées Confédération paysanne. Et le problème, c'est que ces aides-là sont aussi actuellement remises en question. Par la Commission européenne. Aussi par la France, parce qu'il y a un zonage qui vient d'être refait pour dire... il n'y aura pas que les Alpins, le Massif central et les Pyrénées et tous les massifs alentours qui toucheront des primes montagnes. On va agrandir le zonage, on va le déplacer, on va virer certains, mais on va en mettre d'autres sous la pression de certains lobbying, dont la Champagne. Et du coup, il va falloir que cette toute petite part du gâteau, on se la repartage encore, alors que pour nous, c'est l'aide qu'il faudrait en premier favoriser. Du coup, c'est aussi une grosse bagarre pour la prochaine PAC, mais aussi actuellement, essayer de faire prendre conscience que c'est bon. Je pense que la zone Champagne a suffisamment d'entrée et de poids pour peser autrement et pour pas grappiller un peu plus de primes montagne. Alors, je reviens je me rappelle plus, voilà, ça y est, je suis perdue. Oui, la prochaine PAC, du coup, c'est quand ? La prochaine politique agricole commune, c'est quand ? Normalement, là, la bagarre, elle doit se mener maintenant parce que c'est 2020, mais ça aussi, c'est rediscuté. On n'a aucune certitude. C'est très compliqué pour nous parce que tout est mouvant. Dans la PAC, pour l'instant, c'est quand même le plus gros budget au niveau de l'Europe. D'accord. Et ça pose aussi problème. Il y a des lobbying, des intérêts, ça pose problème. Du coup, les enjeux sont énormes. Nous, on essaye de se bagarrer à la marge sur là où on semble avoir un peu de marge de manœuvre. Mais c'est compliqué. Et puis, on le voit bien là dans l'émission, on voit bien, c'est tellement technique que c'est très très compliqué d'en parler au-delà du monde corporatiste agricolo-agricole. Et puis même au sein du monde paysan, les tensions et chacun se bagarre pour avoir la plus grosse part du gâteau. Et nous, c'est vrai que éleveurs pastoraux, on ne pèse rien au niveau du nombre, on ne pèse rien au niveau du chiffre économique. Du coup, pour nous, il est important que les citoyens et les consommateurs comprennent un peu les enjeux pour qu'on se sente moins seul, parce que malgré tout, comme on le disait tout à l'heure, si les gens viennent se balader, viennent en vacances en Ardèche, c'est aussi pour tout ça, pour des paysages, pour des pratiques, pour des marchés vivants avec des aliments de qualité, bien sûr. Et du coup, c'est tout ça qui... En fait, faut vraiment réaliser, là, quand on rencontre les autres éleveurs européens, on se rend compte qu'on a une richesse en France
qu'on est en train de perdre doucement, mais on l'a encore et on s'en rend pas compte, quoi. Cette richesse de manger de l'or, pour les autres Européens, on mange de l'or quand on voit la diversité de l'alimentation qu'on a, de l'alimentation de nos fermes, c'est incroyable, mais aussi la diversité de nos paysages. Et ça, si on se bagarre pas là maintenant sur des choses qui semblent être très techniques et très un peu corporatistes, finalement on se rend compte que les enjeux sont bien au-delà, vont bien au-delà du simple monde agricolo-agricole, quoi. Mais alors, comment se positionne l'actuel gouvernement français ? Est-ce que le changement de gouvernement joue aussi là-dessus ? Là, ça va être les bagarres à mener. C'est un peu récent. En tout cas, sur ces questions-là, il va falloir qu'on les mène. L'ancien gouvernement, on les avait tellement secoués. On les avait invités aussi sur nos fermes. Du coup, le FOL, on l'a vu, on l'a revu, on l'a re-revu. Et je pense que il n'avait pas d'autre choix que d'aller un peu dans notre sens. Là, il va falloir qu'on y aille aussi et qu'on monte au créneau. Et c'est un peu les enjeux à mener, sachant que voilà, nous ne sommes pas nombreux et que en nombre de militants, on n'est pas nombreux non plus, et qu'on se bagarre sur tous les sujets. Et je pourrais pas partir d'ici sans parler aussi de l'action et du soutien que nous on apporte 100% aux faucheurs volontaires d'OGM, et l'action qu'il y a eu hier à l'Intermarché d'Aubenas. Les copains qui se sont fait bomber avec des gaz lacrymaux alors qu'ils venaient juste étiqueter des produits d'aliments, enfin des produits surtout carnés, pour montrer que nos troupeaux français, la plupart sont nourris avec de l'alimentation OGM, qu'il y a aussi toute l'arrivée des nouveaux OGM, la faille que nos gros semenciers ont trouvée pour commercialiser des OGM, mais cachés, parce qu'ils arrivent au niveau de la réglementation à contourner la réglementation. Mais du coup, nous, c'est un soutien total aux faucheurs volontaires aussi. Et on se rend compte qu'on a des bagarres incroyables à mener de partout. Et voilà, faut avoir de la force, faut garder l'espoir. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir les citoyens avec nous. Vraiment, parce que les bagarres, elles sont au-delà de nos propres enjeux individuels. L'intérêt, il est immense, quoi. Il est collectif, il n'est pas qu'ardéchois, il est mondial. Et du coup, les connexions, il faut qu'elles soient faites. Il faut que la bagarre, elle prenne de l'ampleur, quoi. Vraiment. Donc, qu'est-ce que ça a donné, finalement, ces réunions auxquelles toi, tu t'es rendue, Fanny, à Paris, où c'était avec, justement, des membres de Via Campesina ? Alors, ces réunions, c'était super important. C'est que le début d'une grande bagarre. On se rend compte que nous, en France, la Confédération paysanne, on a de la chance d'avoir un certain poids. Et du coup, de travailler dans nos équipes militantes, on a des salariés, mais au top aussi. Et on a une expertise incroyable. Après, notre histoire, elle est longue, elle a 30 ans. On est un syndicat qui a déjà une histoire. Et du coup, on a une très belle expertise. Et on se rend compte qu'il y a plein de petites structures ailleurs en Europe, beaucoup plus fragiles. Et je pense que c'est pour ça que pour nous, on s'est rendu compte que même si c'était la conf qui allait porter cette bagarre-là avec force, on la portait aussi pour les camarades des autres pays. Et voilà, du coup, ça donne de l'espoir. En même temps, on se sent des fois encore plus seul, mais voilà, il faut qu'on la mène, cette bagarre, même si on n'est pas nombreux à la mener. Et puis voilà, on y croit, on continue d'y croire. Hein. Donc c'est quoi les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, là, c'est Omnibus, vraiment. C'est fin mars. Du coup, ça fait déjà 1 mois et demi qu'on demande au gouvernement, au ministère de l'Agriculture, de réunir un groupe de travail avec les syndicats, avec les chercheurs dont on a parlé, avec toutes les composantes du monde rural, en fait, pour bosser sur cette question-là. Ça fait 1 mois et demi qu'on a une réponse positive, mais rien n'est mis en place. Mars, c'est dans 3 mois, fin mars. Et du coup, il faut qu'on continue de mettre la pression au ministère pour réellement réunir ce groupe de travail. Et après, l'ambition, c'est de demander des rendez-vous au niveau de Bruxelles, des auditions devant les parlementaires européens, à la DG Agri, DG Environnement, pour porter ces revendications, venir avec les dossiers des chercheurs, avec des films de nos fermes, de nos bêtes en train de manger. Oui, nos bêtes mangent des châtaignes, c'est sûr. Et tous les Ardéchois le confirmeront. On voit les châtaignes, c'est même la période des châtaignes, c'est la galère totale, parce que tous nos animaux rêvent que d'une chose, c'est d'aller bouffer nos châtaignes. Et c'est incroyable pour nous, c'est incroyable de devoir justifier ça, parce qu'on le vit au quotidien, parce que c'est juste un fait.
Mais il va falloir qu'on le justifie par... de la paperasse. Oh là là, de la paperasse et énormément de lobbying, et ça c'est terrible. En fait, de se rendre compte que... Alors, les maïsiculteurs n'ont pas besoin de justifier le fait qu'ils sont super polluants, ils arrivent quand même à gratter des primes au verdissement. Mais nous, on doit justifier de choses acquises depuis des centaines d'années, des millénaires. Voilà, c'est une longue bagarre. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage. Nous, du côté de la radio de Fréquence 7, on vous soutient en tout cas. Et puis, j'espère que vous reviendrez aussi nous tenir au courant de tout ça. Carrément. Merci, Fanny. Ben, merci à vous. Merci Anne-Laure. Allez, soyons fous. Ouais. Si tu veux. Hein. Soyons fous.